Chers amis, bonsoir et bienvenue sur le plateau d'Expression Livre. Merci de nous être fidèles depuis ces nombreuses années. Alors, ce soir, journée quelque peu particulière puisque nous sommes à la veille du 8 mars et journée encore plus particulière parce que ce 8 mars, comme on le sait, c'est la journée internationale de la femme à travers le monde entier, mais c'est le 40e anniversaire de la célébration de cette journée. Et justement, l'équipe d'Expression Livre a choisi comme roman, qui est un peu le roman qui va donner toute la place au combat des femmes, le roman de Moqrani Hamdan, dont l'intitulé est Malika ou le bonheur retrouvé, et c'est paru aux éditions El Amal. Moqrani Hamdan, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être venu. Je vous remercie, moi aussi. Alors justement, Malika ou le bonheur retrouvé, c'est, je dirais, l'histoire de plusieurs femmes. Oui. Ce sont elles qui sont les sujets principaux de votre roman. Oui. Et tout particulièrement, on va le voir plus en détail pendant l'émission, cette Malika, que j'appellerais, moi, cette mère courage absolument magnifique qui va traverser tout votre roman. Et puis, elle va avoir ses amis, ses femmes qui font partie de sa famille. Mais elle va être là avec ses deux enfants qu'elle va, eh bien, avec toute son abnégation, faire en sorte que ces deux enfants sont de jumeaux en plus, un garçon et une fille. Ce n'est pas gratuit, je pense, oui. d'en avoir fait des jumeaux. Une fille et un garçon, donc nous sommes dans l'égalité au départ. Et on va voir si à la fin on arrive à cette égalité ou pas. Alors, vous avez choisi, en même temps, derrière, il y a, je dirais comme en filigrane, presque l'histoire d'un village, Tadart. Oui. C'est la saga d'un village, hein, de ses habitants. On va un peu se déplacer, un petit peu à Tizi, un petit peu surtout à Alger. Mais en réalité, pratiquement tout votre roman se passe dans ce village, et évidemment, autour de ce village, avec des petits coins, ce qu'on appelle des lieux-dits, hein, dont un lieu-dit va être excessivement important. Alors, cette Malika, qui est-elle? Malika, d'abord, est une femme multiple. Dans notre société, la veuve est caricaturée. Alors avant de commencer, avant qu'elle soit veuve, ne commencez pas déjà à tuer à l'esprit son mari. Avant qu'elle soit veuve. D'où c'est-il qu'elle vienne? Voilà. Elle est de la famille d'Italie. Elle a perdu son père à l'âge d'1 an, sa mère à l'âge de 4 ans. Elle a été élevée par sa belle-sœur, Kaïssa, la femme de Mohamed. Son frère. Voilà, son frère, comme il n'avait pas d'enfant. Donc, il l'a élevé comme si c'était sa propre fille. Bon, il n'était pas, ce n'était pas une famille aisée, au contraire, c'était une famille très très modeste, mais malgré tout, il l'a gâtée, du mieux qu'elle pouvait. Bon, évidemment, sur le plan physique aussi, Malika, c'est une très belle femme. Hein? Toutes les femmes que vous décrivez dans votre roman sont d'une beauté resplendissante. C'est ce que m'a fait, c'est la remarque que m'a fait aussi une lectrice. Oui. Elle m'a dit, bon, toutes les femmes dont vous avez parlé sont des femmes en quelque sorte très belles, ou on peut dire même exceptionnelles. Bon. C'est un parti pris. C'est un parti pris. C'est comme ça que je vois la femme. Hein? Bon, maintenant, il n'y a pas que la beauté physique dans la femme, il y a aussi la beauté morale. Hein? D'ailleurs, il y a un dicton qui dit « Une belle femme plaît aux yeux, une bonne femme plaît au cœur. L'une est un bijou, l'autre est un trésor. » Donc, Malika, même le prénom est symbolique. Voilà, symbolique, c'est la reine. Hein? Bon, elle n'a pas de royaume, c'est une reine sans royaume, mais c'est une reine. Hein? Alors, elle est orpheline. Oui.
c'est son grand frère elle a 3 frères Oui. et 2 sœurs. Hein. L'un est parti en France. Il est revenu les pieds devant. Le seul, c'est Mohamed qui Oui. va rester au village, hein, Tadart, Oui. le village, qui est au départ de votre roman, parce que votre roman va partir on est en pleine colonisation, Oui. Hein, Oui. parce que c'est un village qui a ni eau courante, ni électricité. Tout à fait. C'est à l'ancienne, hein, Voilà. pas de nouvelles constructions, etc. Donc c'est un village un peu fermé. Oui. Hein, il est en haute montagne, la seule vue qu'il a, c'est le Djurdjura. Bon, mais on vit à l'ancienne, bien, où un peu il y a ce qu'on appelle dans la vie quotidienne en Kabylie, une sorte de twiza, mais quotidienne. Voilà. Hein. Tout le monde s'aide pour si quelqu'un est dans la gêne ou a besoin de quelque chose, etc. Donc, il y a une bonne ambiance. Et on sent qu'il n'y a quasiment aucune présence coloniale dans ce village. Non. Parce que la présence coloniale aurait été, par exemple, signalée par au moins des commodités, par exemple, des commodités de vie. Oui, au moins par un garde champêtre. C'est une façon de dire aussi, c'est-à-dire que la présence française, en quelque sorte, était absente aussi bien physiquement que socialement. Et qu'administrativement. Administrativement, voilà. Il n'y avait rien dans ce village qui montre que, par exemple, que la France était là. Oui, à un moment, il n'y a aucun personnage français voilà, dans votre roman. Hein. Il n'y a rien. Et beaucoup de villages kabyles étaient comme ça. Oui. Et sans doute pas seulement en Kabylie, même dans d'autres régions d'Algérie. C'est-à-dire que, bon, il y avait la France à Alger, mais les bienfaits de la colonisation, comme on le prétend, on ne les a pas vus. On les a pas vus. Voilà. Alors, quand on nous dit que, par exemple, la France est venue en Algérie, installer la civilisation, etc. À civiliser, oui. Bon. Alors, donc, elle est née dans ce village, la petite Melika. Bon, au départ, c'est pas la joie, oui. Mais grâce à surtout sa belle-sœur Qaïssa, oui. Elle va pouvoir s'épanouir, être une belle jeune fille, vivre pleinement jusqu'à un certain âge où elle va rencontrer quelqu'un. Voilà. Et il y a aussi son amie, Saadia. Ah, Saadia. Elle va jouer un grand rôle. Ils sont inséparables. Elles sont inséparables. D'ailleurs, Saadia aussi, c'est elle qui va être son soutien, son grand soutien, une fois qu'il sera devenu veuve. Alors déjà, dès le départ de votre roman, Moukhlane Hamdan, vous dites, voilà, je ne veux pas, c'est ce que j'ai compris, oui. Je ne veux pas donner une image formatée de la femme, voilà. Puisque Melika a son caractère, Saadia, c'est l'antithèse. Hein, c'est l'antithèse. Oui, d'ailleurs, dans un passage du livre, sa mère lui a dit, bon, si tu continues à t'entêter comme ça, même le diable ne voudra pas de toi. Ne voudra pas de toi. Ouais. C'est quand même, c'est grave. Tu es trop, allez, on va dire le mot. Elle était très frivole, etc. Effrontée. Bon, voilà. Très... mais la réponse de Saadia. Très indépendante. Voilà. Saadia lui a dit, on ne sait jamais, peut-être que le destin. Je rencontrerai le destin bien avant que tu le crois. Mmh. Et puis sa mère lui a dit, bon, ou alors, elle se sera alors trompée de route. Mais en tout cas, ce sera son choix. Voilà. Et d'ailleurs, Saadia n'a pas tardé à se marier. Oui. Et puis, elle est devenue une excellente maîtresse de maison. Oui, tout à fait. Bon. Donc, ce qui veut dire que ce ne sont que des préjugés, hein. Bon, on vous dira, bon, telle femme, par exemple, est capricieuse, telle femme est insupportable, etc. Mais dans la réalité, quand on ne connaît quelqu'un que quand on l'approche. Ce n'est pas de l'extérieur qu'on peut connaître une personne. Alors, déjà, on va voir que 3 femmes vont être présentées dans votre roman au départ. Melika, Saadia, sa meilleure amie, oui. Et Qaïssa, sa belle-sœur. Voilà. Déjà, on a une sorte de canevas, microscope
pardon, de femmes, chacune avec leur type de pensée, leur type de vie, comment elles réagissent à la société et quelle est la place leur place dans la société. Alors, il y a une obsession quand même dans votre roman, Mourlani Hamdan, c'est que, mais je comprends, hein, surtout dans un type de société quand même qui est assez fermé. Bien sûr, bien sûr. Il n'y a pas une seule partie, puisque votre roman est en 6 parties, il n'y a pas une seule partie où il n'y a pas le mot mariage. Oui, parce que dans notre société surtout, le problème Bon, à l'époque, les gens se mariaient très jeunes. C'est ce qui va se passer pour Malika. Voilà, c'est ce qui se passait pour Malika et même pour Sadia. Et le problème de toute mère de famille, ce n'était pas le garçon. Parce que le garçon, il suffit qu'il se décide à se marier et le problème est réglé. On lui trouvera toujours... On lui trouvera toujours quelqu'un. Ouais. Mais la fille, c'est différent. Le gros problème de la mère, c'est la fille. D'ailleurs, même aujourd'hui. Il y a beaucoup de femmes, malheureusement, compte tenu de notre société, hein, qui sont toujours célibataires. Et ça devient, je crois, un problème social en Algérie. Alors, Malika va se marier avec Al-Esri. Et alors, vous racontez par le détail les rencontres, les regards furtifs, voilà. Près de la fontaine. Bon, il y a un jeu amoureux. Oui. Hein, ça se faisait surtout sur le plan gestuel. C'est ça, oui. C'est-à-dire qu'avant, ce n'est pas comme maintenant. Bon, maintenant, les futurs mariés, se fréquentent, se connaissent, etc. Avant, il y a une évolution. Mais avant, ce n'était pas le cas. C'est-à-dire que même lorsqu'on se rencontrait comme ça par hasard, il fallait faire attention. Hein? Il y avait une pudibonderie. Voilà. Et puis, c'est-à-dire qu'il y avait de la pudeur, bien sûr, mais il y avait aussi le respect et l'honneur de la famille. C'est-à-dire qu'une fois qu'on arrive à une certaine limite, si on la franchit, il faut aller jusqu'au bout. Donc, autant que possible, il faut prendre ses précautions. Ou on n'a pas envie d'aller plus loin, donc il faut s'arrêter. Ou on a envie d'aller plus loin, il faut s'engager et assumer. Alors, très vite, elle a quel âge quand elle se marie? 16 ans 16 ans et demi. 16 ans et demi, elle va se marier avec Al-Esri, mais bien heureusement, ils se plaisent. Voilà. Bon, c'est déjà quelque chose d'énorme. Voilà. Et surtout, il y a aussi sa belle-mère, Karima. Voilà. Avant de se décider pour Malika, il avait fait une exploration dans tout le village. Ouais. Hein, il a commencé par choisir un lot, ensuite éliminer, et... C'est un genre d'internet, mais sans les instruments d'internet. Hein. On prend ses renseignements. Voilà. Ensuite, il a été, il s'est mis à fréquenter souvent Keïssa, mais c'était pour mieux observer Malika chez elle, dans sa vie quotidienne. Et une fois qu'elle a été convaincue que c'est Malika qu'il fallait pour son fils, alors là, il s'est engagé. Et Malika aussi a eu quand même la chance ou le bonheur de trouver une belle-mère qui a été aussi pour elle, non pas seulement comme belle-mère, mais aussi comme une maman. Ah oui. Alors, là, elle est bien tombée, on voilà. peut dire. Hein. Donc c'est un heureux hasard pour Malika, qui a vécu quand même avec Al-Esri, avec sa belle famille, une dizaine d'années, mais vraiment dans du bon. L'amour fou, voilà. Passionné, hein, elle passionnée. Voilà. Ils vont construire une petite cabane des amoureux, quelque part, pour eux. Et Karima, qui avait compris le jeu du couple et qui avait laissé faire. Ouais. Au contraire, il les a encouragés. Oui. Très compréhensible. Voilà. Donc c'est quelque chose quand même de très rare chez une belle-mère. Alors, est-ce qu'on ne peut pas voir chez Karima, dans votre roman, Karima
a déjà légèrement dépassé, je dirais, le côté complètement fermé de l'ancienne société. Voilà. Elle est le premier pas d'une génération qui comprend un peu mieux. Tout à fait. C'est intentionnel, intentionnel justement. C'était montrer que il y avait le côté apparent et il y avait le côté réel. Le côté réel, c'est ça justement. C'est-à-dire le bonheur réel tel qu'on le vit. Alors que le côté apparent, ce n'est pas ça la réalité. Je vais vous donner un exemple. Allez-y, oui. Un exemple très simple. Je pense qu'en Algérie, ça se passe un peu partout. Si l'un des conjoints s'absente pendant une certaine période, quand il revient, il embrasse tous les membres de la famille, sauf la femme. Sauf la femme. Bah oui, c'est l'usure des sentiments. La femme aussi, quand elle s'absente, quand elle revient, elle embrasse tout le monde, sauf le conjoint. Je trouve que c'est une absurdité. Oui, mais on déclare. Anciennement, on ne déclarait pas comme ça sa flamme devant tout le monde. Non, ce n'est pas déclaré. J'estime que, par exemple, embrasser sa femme, ce n'est pas. Ce n'est pas aller à l'encontre de la pudeur. Non. C'est un geste d'affection. Oui. Et on ne voit jamais quelqu'un le dire. Par exemple, une femme et un homme se marient, et ils arrivent à avoir des enfants, fruits de cet amour, mais on ne verra jamais quelqu'un le dire devant ses enfants qu'il aime sa femme, dire à sa femme qu'il l'aime, ou la femme dire devant ses enfants. Oui, ou d'avoir des mots tendres. Bon, dire qu'il aime sa femme. Où est le problème? Dire qu'elle aime son mari, je ne vois pas de problème. Oui, bah attendez, il y a... Mais chez nous, c'est un problème. Ben, écoutez, il y a encore même pas 50, 60 ans, l'ancienne génération, quand ils parlaient de leur femme, ils disaient dar. Voilà. Ils disaient même pas ma femme, ils disaient dar. Oui. Donc, ils prononçaient jamais son prénom. Hein. Voilà. On ne l'appelle même pas en famille. Ils sont rares ceux qui appellent leur femme par leur prénom. Pardon. Bon, il lui demande de lui apporter par exemple à boire ou bien de lui préparer quelque chose, mais il ne l'appelle pas par son prénom. Maintenant, ça évolue, heureusement. Ça va, heureusement d'ailleurs. Ça a évolué. Parce que j'estime que cet amour qui unit deux personnes doit se faire d'une manière concrète aussi. On ne doit pas se tourner le dos comme ça, parce que, il y a le papa, il y a la maman, ou il y a je ne sais pas, et on n'arrive même pas à s'appeler par le prénom. Alors, Mokrani Hamda, je vous avoue très franchement que j'ai choisi votre ouvrage au cœur de la célébration du 8 mars parce que ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est, puisque votre roman va aller de l'époque coloniale, on va dire la plus sombre, hein, parce qu'on est dans les années 45, 50, quelque chose comme ça, hein, bon, sans que vous précisiez exactement. Et puis on va aller juste bien après l'indépendance, puisqu'on va parler des deux enfants de Malika, qui vont obtenir des bourses, etc. Donc on peut présupposer que nous sommes déjà dans les années 70, fin 70, 80, hein, bien la avant, période post-indépendance. à l'époque où effectivement on voulait absolument développer l'université en Algérie, donc tout le monde avait des bourses, on développait puisque même Yasmina, sa fille, va partager une chambre en cité universitaire, on peut présupposer, donc il y avait la construction, Rachida, Amal. Donc on peut présupposer que nous sommes déjà dans les constructions de cités universitaires, etc. Alors, donc c'est une longue période, et ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est que justement, au départ, vous prenez des personnages, hein, par exemple la mère de Malika, même si elle est peu connue, ou sa belle-mère, etc., avec des femmes qui sont quand même très traditionnalistes, et petit à petit, c'est de génération, je dirais, en génération, au départ, les femmes prennent plus
de liberté et plus leur place dans la société. Mais ça se fait, je dirais, en sourdine. Voilà. Hein. Et puis à la fin de votre roman, non, elle parle. C'est-à-dire, elle s'exprime, elle dit « Mais ça va pas, mais c'est quand même pas toi qui vas décider de qui sera mon mari, ou si je dois terminer mes études, ou me marier maintenant, avant ou après que juste terminer mes études, etc. » Donc, ce que j'aime bien dans votre roman, et c'est pour ça que je l'ai mis dans la célébration du 8 mars, c'est qu'il y a au départ, c'était... On essaye de... Oui, de s'accrocher, parce que il y avait d'avoir nos droits, la possession. Ouais. Hein, que la mère ou le père, les parents d'une manière générale, étaient très possessifs. Oui. Étaient très possessifs. Donc, d'ailleurs, à chaque fois, il y avait ce dialogue-là entre Yasmina et sa mère. Et Youssef et sa mère aussi, quand ils les invitaient, quand ils leur demandaient de fonder une famille. Pour eux, la priorité, c'était les études. C'est ça. Tant qu'on n'aura pas terminé les études, il ne faut pas parler de mariage. Et puis bon, le Malika voulait le marier, par exemple, Youssef avec une fille du village. Bah oui. Et finalement, Youssef ne s'est pas marié avec une fille du village, hein, avec une Algéroise, qu'il a rencontrée au cours d'une mission. Ah bah Yasmina, sa fille, non plus. Hein. Non plus. D'ailleurs, à la fin, lorsque Yasmina a réussi quand même à se marier, sa mère lui a dit, maintenant c'est à toi de décider. Ouais. Alors qu'au départ, ce n'était pas comme ça que réagissait Malika. C'était les parents qui décidaient. Oui, parce que, alors, et il a évolué. Ouais, alors, même Malika a évolué. Voilà, le personnage de Malika, c'est celui qui va être notre fil d'Ariane, hein, de l'évolution de la société envers les femmes, hein, et du combat des femmes à travers pratiquement presque 50 ans d'histoire, voilà, hein, de notre pays. Et alors, on voit depuis... Alors, il était impensable. Déjà, Malika... malheureusement, elle va perdre son mari parce qu'Al-Asri va faire une chute sur la tête, il va mourir, donc elle va rester veuve. Déjà, Malika, au niveau de ce petit village de Tadart, hein, elle va commencer à prendre des libertés, puisqu'elle va faire de la poterie, elle va faire du tissage, elle va même faire des travaux des champs, oui. Hein, ce qui semblait tout à fait impensable à l'époque. Hein. Non, elle se remarie. À l'époque, c'était courant. Ouais. À l'époque, c'était courant. Ouais. Bon, toutes les femmes kabyles travaillent, par exemple, travaillent dehors. Ouais. Mais ce qui était bon, disons, pas très courant, mais qui existait quand même, c'est que les veuves subvenaient difficilement aux besoins de la famille. C'est ça. Hein. Et puis, la veuve, à ce moment-là, bon, quand elle n'a pas de soutien, quand elle n'a pas de ressources, il y avait tout un imaginaire populaire qui faisait que, par exemple, la veuve était une femme indigne. Alors j'ai voulu montrer que ce n'était pas le cas. Oui, alors il y a effectivement... Alors, où elle se remarie... Voilà. Où elle se remarie, mais en tout cas, elle ne peut pas rester comme ça... D'autant plus qu'il n'avait pas de ressources. Oui. Et puis elle était encore jeune. Elle était encore jeune. Hein. Donc déjà, le fait de ne pas vouloir refaire sa vie, c'est un sacrifice. Ouais. Un sacrifice que seules les femmes peuvent faire. Ouais. Bon, alors je voudrais quand même parce que il y a une bonne dose, je dirais, de sociologie. Il y a même des discours qui sont quasiment philosophiques entre certains personnages dans votre roman, Mokran et Hamdan. Donc à travers tout votre roman, vous posez les questions en disant bon. La situation d'une femme dans un petit village en Kabylie qui décide de ne pas se remarier parce qu'on lui fait des propositions, on lui dit bah, attends, tu vas pas rester comme ça toute seule, alors, avec en charge 2 enfants en bas âge, etc. Comment tu vas t'en sortir? Et elle répond, elle dit il n'en est pas question, je ne me remarierai pas. J'ai vécu le grand amour avec mon défunt mari Al-Asri, je ne peux pas, et puis de toute façon, ma priorité n'est pas là. C'est mes enfants. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Médisance. Oui, bien sûr. Cancan. Oui.
Avec la baya, la jalouse. Voilà, oui, tout à fait. Hein? D'ailleurs, a essayé justement de salir Malika. Ouais. Bon, évidemment, il n'a pas réussi. Parce qu'au village, tout se sait, tout se voit. On a beau, par exemple, critiquer quelqu'un, mais les gens voient ce qui se passe. Et quand on sait que quelqu'un quand même est digne de respect... Oui, c'était une femme d'honneur, Voilà, tout le monde le savait. Une femme d'honneur, voilà. Et les gens du village n'ont pas donné suite aux médisances de... Malheureusement, c'est pas toujours comme ça. Oui, ce n'est pas toujours comme ça. Je dirais que même la majorité des cas, c'est le contraire. C'est le contraire qui se passe. Moi, j'ai D'ailleurs, entendu dire... même à un moment donné, Malika allait flancher. Hein? Lorsqu'elle a rendu visite à Saadia, on lui a dit qu'il ne portait pas son âge. C'est ça. Bon. Tu es encore une femme épanouie, belle, occupe-toi de toi, et tu verras qu'elle se pose la question. Elle se dit, tiens, quand elle se met face devant son miroir, tout de suite elle a compris. Mais ensuite, il y a eu ce déclic, un autre déclic. Elle a vu Aristide dans le rêve. Ouais. Alors, je vais faire un petit reproche, si vous me le permettez. Oui. Hein. Là, vous avez pris le cas, je dirais, où la médisance serait la moins forte, la moins destructrice. Oui. Hein. C'est qu'elle est veuve, oui, avec 2 enfants. Hein. Mais le pire des cas, ça aurait été que vous en ayez fait une femme divorcée, ce qui aurait été une catastrophe absolue. Oui, mais à ce moment-là, est-ce qu'il aurait les enfants avec elle? Oui, c'est une... il peut avoir des enfants et ensuite la divorcer. Mais ce n'était pas toujours le cas. Parce qu'il y a d'autres cas dont vous parlez dans votre roman. Oui. D'une femme qui a été délaissée. Oui. Oui. Nadia qui s'est remariée. Voilà. Mais son remariage n'a pas réussi non plus. Non plus. Il n'a pas... il a fini par... parce que, où elle a abandonné ses enfants. Elle se consacrait complètement à son mari, ou bien elle se consacrait à ses enfants et elle abandonnait son mari. Donc, de toute façon, elle échouait. C'était un échec. Et puis ensuite, ils se sont séparés. Seulement, quand une femme est divorcée, en général, elle n'a pas la garde des enfants. Ouais. Donc, à ce moment-là, ce serait tout simplement une femme divorcée. Ouais, mais ce serait qu'une femme divorcée, mais c'est celle sur laquelle on jette le plus l'opprobre. Hein? Écoutez, malheureusement, on est en 2017, jusqu'en 2017, et je peux vous assurer que c'est pas dans les petits villages, que ce soit en Kabylie ou dans les Aurès ou sur les hauts plateaux, si dans un petit village ou dans une petite ville, on désigne une femme par « c'est la divorcée ». Oui. Et malheureusement, il y a une connotation excessivement péjoratif derrière, hein, alors que c'est peut-être même pas elle qui a demandé le divorce, hein, qu'elle a été répudiée. Oui, Hein, oui, d'accord, mais seulement dans ce cas-là, on ne trouverait pas de sacrifice. Par exemple, sait? Il faudrait mettre de côté le sacrifice de Malika. Ouais. Hein? C'est un choix. C'est un choix. Alors, on va suivre son parcours. Elle va être vraiment une mère courage, c'est-à-dire elle va travailler. C'est la gardienne des valeurs. C'est la gardienne des valeurs. Oui. Elle va parfaitement bien éduquer ses enfants. Voilà. Elle veut que ses enfants, alors qu'elle n'a pas eu cette chance, fassent des études. Oui. Alors, elle est bien tombée. Hein. Je trouve que vos héros sont quand même trop positifs. Ils sont trop positifs. Elle a des enfants absolument maléfiques, le garçon ne tourne quand même pas voyou, à part son addiction pour les jeux de billes, mais enfin, voilà. Bon, c'est pas méchant, hein, franchement, etc. Sa fille, Yasmina, est parfaite.
Hein. Et parfaite, encore plus intelligente que Youssef. Oui, mais ça, on sait très bien dans notre pays que c'est les voulu filles. aussi. On sait très bien que c'est les filles qui réussissent le mieux dans les études. Hein. Oui. On le sait. Oui. Celles qui ont les meilleures notes à l'école, au collège, à la fac, ce sont les filles. Voilà. Parce que c'est logique. Et puis Yasmina, c'est grâce à Yasmina qu'Alger a eu son baccalauréat. Oui. À tout moment, il a voulu abandonner, mais Yasmina l'a soutenu. Justement, prenons ce cas. Yasmina, la fille de Malika, hein, juste avant le bac, etc., une de ses meilleures amies, Algia, elle se pose la question. C'est très bien parce que vous donnez toujours des discours très sociologiques sur des points de société. Elle se dit, bon, allez, je vais avoir mon bac, je vais faire mes études, etc. et tout ça, mais combien d'années je vais faire mes études, etc. Est-ce que je ne vais pas rater, moi, ma vie de femme accomplie? Oui. C'est-à-dire, la vie de femme accomplie, c'est quoi? Me marier, avoir des enfants, faire mon foyer, s'occuper de mon mari, s'occuper de mes enfants. Donc elle dit à Yasmina, bon, toi, au lieu d'être choisi, il va choisir elle-même. C'est ça. Voilà. Une assurance sur l'avenir. C'est l'expression qu'elle a utilisée. Je vais prendre une assurance sur l'avenir. C'est ça. Je suis encore jeune. Voilà. Si je trouve un bon mari, ça va. Moi, j'ai pas besoin de continuer à faire des études. Hein. Et pourquoi? Parce que Algia, ses résultats scolaires n'était pas brillant. Est-ce que vous pensez que ce n'est que cela? Là, est-ce que vous n'êtes pas entré un peu, excusez-moi, hein, dans l'image d'Épinal? Parce que moi, j'ai connu des jeunes filles hein, qui étaient excellentissimes hein, au bac et après le bac, et qui tout d'un coup abandonnent, ou bien on leur fait abandonner les études. Voilà, et puis elles se disent, oui, mais moi je suis arrivé à 23, 24 ans, si je termine mes études, j'en aurai 30, qu'est-ce que sera ma vie, j'aurai pas le temps de trouver un bon mari, etc. et tout ça, parce que malheureusement la société va me mettre comme sur le banc des vieilles filles. Voilà, d'ailleurs c'est ce qui a failli arriver à Yasmina aussi. Bah oui. Hein? Bon, il est devenu médecin, ensuite gynécologue. Ça demande déjà une dizaine d'années d'études. Voilà. Ensuite, il était toujours célibataire. Il s'est dit, bon, il y a beaucoup de femmes qui envient ma situation, et moi maintenant, j'ai envie la leur. Ouais. Hein? J'ai envie de devenir femme, épouse et mère. C'est ça, c'est le problème de la femme. Ouais. Ce n'est peut-être pas chez nous seulement, mais chez nous c'est particulier. Quand une femme n'est pas mariée, ça pose un problème. Ouais. Alors ce qui est intéressant dans votre roman, Moukhlane Hamdan, c'est que puisqu'on part d'un petit village, franchement, c'est un petit village perdu, complètement enfermé. On va en ville, c'est Tizi, la ville, on y va une fois tous les 30 ans. Et puis, quand même, votre roman se termine sur la capitale, Alger. Hein, et avec une incursion à Oran. Avec une petite incursion, effectivement, à Oran. Mais quand même, avec pratiquement 50 ans de passage de vie. Voilà. Hein. Et on a l'impression que, malheureusement, je ne sais pas si c'était le discours que vous vouliez faire passer, que malheureusement, beaucoup de choses ont évolué, puisqu'on ne pouvait pas penser, il y a 50 ans, dans un petit village en Kabylie, qu'une jeune fille pouvait faire des études. Hein. Oui. Là, on est à Alger, Yasmina, la fille de Malika, gynécologue, c'est pas rien, hein, c'est 10 ans d'études, hein, elle est à l'hôpital, etc., et tout ça, mais que quant au fond, il y a quand même beaucoup de choses qui n'ont pas évolué, qui restent, franchement, où le combat doit être toujours constant. Voilà. C'est-à-dire que même actuellement, par exemple, où
on parle par exemple de la liberté de la femme, des droits de la femme, etc. Je crois qu'au fond, il y a encore certaines réticences. Oui. Hein. Bon, on le dit pas comme ça ouvertement, mais dans la réalité, ça existe. Alors, ce qui m'a étonné, c'est que vers la fin de votre roman, je ne vais pas raconter comment tout ça se termine, mais quand même, il y a une chose qui m'a étonné, c'est que dans notre société, généralement, le garçon, quand il a envie de se marier, bon, effectivement, par cœur, il va demander l'assentiment de ses parents, je dirais par respect. Par respect. Par respect, il va demander l'assentiment. Comme par exemple le cas de Hassina. À la fin, avec le pharmacien. Non, Hassina avec Youssef. Avec Youssef, et puis ensuite Yasmina avec Reda. Kamal, pardon. L'impression que quand même, là, les choses n'ont pas beaucoup évolué, parce que leurs amours sont contrariés, parce que, et c'est ça, les pères, ils disent, mais laissez faire, la société a évolué. Celles qui bloquent, c'est les mères. Oui. Les mères sont encore possessives. Est-ce que c'est seulement possessive, ou c'est parce qu'elles n'ont pas évolué et qu'elles ne font que, d'une façon répétitive, reprendre les anciennes traditions, Je pense qu'il y a deux aspects de la chose. Il y a des femmes qui sont toujours possessives. Pardon. Mais il y a aussi des femmes, même s'ils sont instruites, quand même, qui gardent ce comportement, ce vieux comportement. On le trouve même chez des femmes instruites. Bon, elles veulent être libres, mais ils ne veulent pas, par exemple, que leur belle-fille soit libre. C'est ça. Elles veulent bien d'une certaine liberté, de respect, etc. Mais dès que leur fils leur dit je vais épouser une fille qaria qui travaille, etc. Ça pose un problème. D'ailleurs, j'ai vu un feuilleton algérien où une mère faisait des reproches sur sa belle-fille. Elle dit à son fils, voilà, ta femme a fait ceci, ta femme a fait cela, etc. Elle va souvent chez ses parents. Mais quand sa propre fille vient chez elle souvent, il n'y a pas de problème. C'est ça. Donc, vous voyez que ce qu'on veut pour soi-même, on ne le veut pas pour autrui ou pour quelqu'un d'autre, même si c'est quelqu'un de la famille. C'est-à-dire qu'il y a encore ces comportements. Vous piquez vous montrez les paradoxes. Voilà. Vous dites c'est quand même assez bizarre. Même si je ne les explique pas, mais je les montre de manière à ce que le lecteur ensuite fasse sa propre analyse, son propre jugement. Je voulais vous poser une question, Colonel Hamdan. Pourquoi dans votre roman vous avez introduit à un moment donné dans des sous-chapitres, je dirais, sous-parties plutôt, des personnages? J'ai pas bien suivi le pourquoi ces personnages sont introduits dans le roman. Par exemple, le personnage de ce riche Moussa, qui a eu une vie excessivement difficile à Alger, s'est fait petit à petit... C'était son père qui avait une vie très difficile. Oui. Et puis, ensuite, il a initié par son père, etc. Initié au négoce, etc. Il devient vraiment un redoutable négociant, très riche. Mais c'est un homme excessivement généreux qui va en faire profiter tout son village, qui est Tadart. Voilà. Parce qu'il est d'origine de ce village, et il devient même le mécène du village. Mais ce personnage, pourquoi l'avez-vous introduit dans votre roman? C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'avais besoin de... Lorsqu'Arski était malade, il a d'abord vendu certaines parcelles pour soigner ses parents. Ensuite, il a dû vendre d'autres pour se soigner. Pour se soigner lui-même. Et il n'a pas pu il n'a pas pu accéder à la médecine moderne avec ses moyens. Donc, j'ai fait intervenir ce Moussa. D'ailleurs, c'est lui qui a fait venir le médecin. Oui.
Et Moussa, d'ailleurs le médecin, il a demandé au médecin s'il allait guérir. C'est ça, il lui a dit non. Il lui a dit, non, malheureusement, comme on dit, il ne passera pas la Voilà. nuit. Il lui a même demandé, bon, s'il devait être hospitalisé, est-ce qu'il s'en sortirait? Il a dit non. Il a dit non. Donc ce n'est pas la... Donc il était même prêt à le faire hospitaliser s'il y avait une chance de le guérir. Oui, mais pourquoi l'avoir... parce que quand même, il vous en parlait pendant plusieurs pages, puisque vous remontez au père de Moussa, et ensuite Voilà. Moussa lui-même, Comment il s'est enrichi, comment il s'est enrichi, etc. Pourquoi avoir introduit ce personnage? Ce personnage, dans beaucoup de villages kabyles, il existe des personnages de ce genre. Hein. Bon, ils sont très durs dans la négoce, mais, d'ailleurs on le dit même dans le livre, et il est dur dans la négoce, mais quand il s'agit par exemple de discussions avec d'autres, avec des gens, ou bien de ses relations avec des gens, il a un cœur tendre. Oui, non, c'est un homme excessivement généreux, Voilà. Jusqu'à la fin. Ce n'est pas toujours le cas, évidemment, mais il y a des cas comme ça. C'était pour montrer que dans le village, il y a aussi cette solidarité. Ouais. Alors, il y a autre chose aussi, une autre partie de votre roman, mais après, je me permettrai de vous donner, pour moi, comment je l'ai compris. Il y a aussi un discours sur toute la question de l'immigration. Hein, et l'immigration, les différents types d'immigration. Voilà. C'est-à-dire ceux qui partent, qui malheureusement ne reviennent plus, abandonnent totalement, changent de vie, puisqu'ils sont partis à l'étranger, généralement, bien évidemment, en France. Et il y a ceux qui font des allers-retours pour aider leur famille, etc. Il y a pratiquement tout un chapitre. Oui. Bon. Alors. C'était justement le cas à l'époque. Hein. À l'époque, en Kabylie, presque chaque famille avait son propre immigré. Ce n'était pas un ou deux ou trois. Deux ou trois. Oui. Et l'immigré qui ne revenait pas, c'était en quelque sorte un affront pour la famille. Ouais. C'était un abandon. C'était le perdu. C'était le perdu, même la famille. C'est-à-dire que, quand on donnait l'exemple, on va dire, ce n'est pas comme le fils d'un tel. C'est ça. Hein? Il est parti, il n'est pas revenu. En plus, il ne donnait même pas de nouvelles. Voilà, c'est pour ça que Mohamed Akli, le mari de Houria, a profité de l'occasion, lorsqu'il a invité la famille de Malika, de parler de l'immigration. C'est ça. Hein? D'ailleurs, Youssef Al-Jiel, Yasmine lui ont dit, vous êtes en train de nous juger alors qu'on n'a pas encore commencé à travailler. Pourquoi est-ce que vous nous jugez sévèrement? Il leur dit, non, ce n'est pas un jugement. C'est une mise en garde. Parce que d'autres ont cru justement bien faire, mais finalement, ils ont sali le village. Parce qu'ils ne sont pas revenus, parce qu'ils sont devenus des fils indignes. Alors, donc maintenant, évidemment, ça a changé. Ce n'est plus... Oui. Enfin, ça a changé, je ne sais pas. Non, je parle de l'immigration maintenant. Oui. Non, c'est plus du tout la même immigration. Voilà. À l'époque, c'était une immigration très... et uniquement économique. Voilà. Et puis, il ne faut pas oublier que à l'époque, nos bienfaiteurs, c'est eux qui ont demandé, qui avaient besoin de cette main-d'œuvre. À l'époque, Pardon. L'émigré devait partir pour revenir. C'est ça. Et ne pas revenir les mains vides, les poches vides. C'est ça aussi. Il fallait qu'il revienne et il fallait qu'il fasse profiter sa famille de son travail à l'étranger. Alors justement, c'est ce qui m'a... Je vais vous donner mon sentiment, Rani Hamdan. J'ai eu l'impression qu'à travers Malika ou le bonheur retrouvé, il y avait bien évidemment toute l'histoire de Malika, de ses femmes, à travers pratiquement 50 ans d'histoire de notre pays, et pas seulement dans la région à Kabylie, puisqu'on va se retrouver à Alger, même à un moment donné à Oran. Avec une belle histoire d'amour, n'est-ce pas? Et avec Youssef, qui va faire une mission là-bas.
c'est que vous dites, effectivement, je vais parler de l'évolution de la situation de la femme à travers notre société. Ces 50 dernières, ou plus que ça. Avant l'indépendance et après l'indépendance. Et après l'indépendance. Et puis, vous dressez également un tableau, je dirais, sur l'évolution de la société algérienne et plus particulièrement, je dirais, comment ce petit village de Tadert, qui était sans eau courante, sans électricité, complètement perdu, oublié, y compris l'administration coloniale, va se développer parce que ça va devenir une jolie petite ville, coquette, avec des rues, et d'ailleurs, même le comportement des habitants a changé. Change quand ils avaient un problème, qu'est-ce qu'on leur disait? Allez voir le médecin ou l'ingénieur. C'est ça. C'est-à-dire que même avant... Alors qu'avant, on disait, allez voir le sage du village. Le sage du village. Là j'ai inversé les rôles. Ce n'est plus le sage du village, mais c'est le savoir. C'est ça. Le savoir, il est chez la femme, il est chez l'homme. Ouais. Donc, on a besoin du savoir, et non pas parce que c'est une femme, il ne faut pas, par exemple, lui demander des conseils. Hein? Alors, on arrive malheureusement... Il y a une évolution même des gens de Tadert aussi. Oui. Le roman trace deux périodes, la période avant l'indépendance et après l'indépendance. Ce qu'il y a eu avant l'indépendance, c'est-à-dire que l'absence des Français, d'ailleurs, l'hôtelier Omar ne les a rencontrés qu'à Alger. C'est ça. Avant, il n'a pas rencontré de Français. Il ne savait même pas que pratiquement, il ne savait même pas qu'ils existaient. Et si je ne savais pas comment ils étaient faits. Oui, mais c'était le cas chez nous, par exemple, dans les villages. Je comprends très bien, oui. Il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas de rue, il n'y avait pas de route, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas d'eau courante. Ouais. Donc la présence française n'existait pas. Ben oui, et puis en plus, comme c'était malheureusement une région excessivement pauvre, le colonialisme n'avait pas grand-chose à en tirer. Donc je disais, qui se débrouille là-haut tout seul. Je ne vois pas pourquoi on leur mettrait un petit centre hospitalier ou une école, on n'en a rien à fiche. Hein. Bien sûr. De toute façon, ils n'ont que quelques olives, quelques brebis, il n'y a rien à en tirer. Hein. C'est pas les riches plaines du shérif. Voilà. Hein. Bah oui. Alors, il y a aussi de très belles pages dans votre roman, Hamdan, sur votre région. Vous faites une très belle description de votre région, surtout quand il y a la relation amoureuse entre Malika et... Il y a aussi Alger. Lorsque Youssef a ramené Hassina de l'aéroport, lorsqu'il lui disait, dès le billard, vous avez la baie d'Alger, et la vue sur Alger et sa baie, avec des lumières, etc., un champ de fleurs. Alors, Oran aussi. Oran aussi. Oui. Vous enchantez Oran, hein. Vous dites, voilà, les balles. Mais j'ai l'impression que c'est parce que c'est vu aussi avec les yeux de deux amoureux chaque fois. Oui. Mais pour vous dire vrai, je ne connais pas Oran. Ah ben. Bon, ça fera plaisir à nos amis oranais. Je l'ai vu, j'ai vu Oran à travers les yeux de deux amoureux. De Hassina et de Youssef. Ouais. Enfin, il y a des choses très, très poétiques quand à un moment donné, ils vont pour aller au restaurant, il dit, alors, on va trouver un beau restaurant, elle lui dit, non, par jeu, on va compter le 5e. Il lui dit, mais si on tombe sur une gargote, elle lui dit, tant pis, on tombe sur une gargote. Justement, parce qu'en fait, c'est l'amour qui compte, voilà. C'est pas le lieu. En tout cas, vos personnages, parce qu'il y a une foultitude de personnages dans votre roman. Il y a près d'une centaine. Mais j'avoue une chose, pas beaucoup de méchants. Hein. Non. Il n'y en a même pratiquement pas du tout. Il y en a un seul. C'est Hamid. C'est celui qui va accaparer les terres, les parcelles de terre. Celui-là, c'est un voilà, le cousin d'Arzqi. C'est ça. Lui, il y a aussi un autre qui a essayé d'ennuyer un petit peu, le cafetier. Oui, mais enfin bon... Mais c'est le pas. Oui, bon, enfin, il y a aussi le chef de département, un petit peu. Ouais, mais c'est pas méchant. Très c'est pas méchant, non. Non, il n'y a pas de méchant dans votre roman. Oui.
Est-ce que c'est parce que vous êtes comme ça, vous êtes Oui, trop oui, bon cœur? parce que je suis positif. Je suis Voilà, positif. vous ne pouvez pas mettre un méchant dans vos romans? Non, c'est comme il y a certains acteurs de cinéma. Quand on leur donne un rôle de méchant, eh ben, il y en a qui le refusent. Ouais. Ils ne peuvent pas jouer ce rôle-là. Ouais, moi, je rêve au cinéma de jouer le rôle d'un méchant. Parce que, là, je vous jure, parce qu'il faut rentrer dans un rôle de composition beaucoup plus compliqué que celui du gentil. Voilà, on arrive au terme de l'émission. Je rappelle que Malika ou le bonheur retrouvé, signé par vous, Moqrani Hamdan, est paru aux éditions L'Amal en 2013, mais en 2016, un autre roman qui s'appelle Le Revers de la médaille, toujours chez le même éditeur. Oui. J'espère que nous aurons l'occasion d'en parler dans une prochaine émission. Je Et vous êtes l'espère aussi. sur un nouveau roman. Oui, qui est presque terminé. Alors, toujours un peu dans le monde sociétal, parce que vous Sociétal, décrivez, dans le monde, vous aimez c'est- beaucoup décrire la société. Dans le monde sociétal, Algérien. bon, ce n'est pas sentimental, mais c'est dans le monde sociétal. Ah, ces romans sont très sentimentaux, quand même. Voilà, Malika ou le bonheur retrouvé, signé par Moqrani Hamdan, édition El Hamel. Honneur aux femmes. Franchement, dans votre roman, vous mettez les femmes au-dessus de tout, qu'elles soient mères, qu'elles soient sœurs, qu'elles soient filles, qu'elles soient la voisine, qu'elles soient les femmes d'une façon générale, leur combat qui a été très difficile, pas seulement chez nous. Hein. Oui. Faut pas oublier que dans certains pays que je ne citerai pas, elles n'ont eu le droit de vote que très Bien tardivement. sûr, bien Que par exemple la Turquie a donné le droit de vote aux femmes bien plus tôt que certains pays européens que je ne citerai pas. En France, les femmes ont eu le droit de voter à partir de Je n'ai pas 1945. voulu citer de cas spécifiques. Voilà. Honneur encore une fois aux femmes. Vive le 40e anniversaire de la célébration du 8 mars, journée internationale de la femme. Et puis, pourquoi juste le 8 mars hein? Oui. 365 jours Voilà. par an. Hein. Il faut honorer, respecter les femmes et puis qu'elles combattent encore pour qu'elles aient leur juste place dans non seulement notre société, mais dans toutes les sociétés à travers le monde. Dans toutes les sociétés. Moqrani Hamdan, Malika ou le bonheur retrouvé, édition El Amal. Merci mille fois Merci à d'avoir vous été avec nous pendant cette heure dans l'émission Expression Livre. À vous, chers amis, je vous souhaite une excellente fin de soirée sur votre chaîne préférée, évidemment, Canal Algérie. Expression Livre vous souhaite donc une excellente soirée. Vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouveau numéro, même heure, même jour, même punition. Bonsoir à vous, bonsoir chez vous. Merci.